Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bienvenue dans le nouvel épisode de Tout est marque, Best of, partie 3 pour l'année 2025. Bonne écoute! Pour la marque Tutut, son fondateur, Vincent Chabert. C'est pareil, ça vient pas de moi. C'est une agence de communication pour le coup. Et ça devait absolument pas s'appeler Tutut. C'est-à-dire que moi, je fais partie des personnes qui aiment bien dire ça, je sais faire, je fais. Ça, je sais pas faire, c'est pas mon métier, je le fais faire. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils savent tout faire, qui veulent tout faire, mais je dis quand on sait tout, on sait rien. Et donc du coup, on a pris une agence. C'est le pragmatisme de l'entrepreneur qui parle. Non, on a pris une agence et j'ai dit écoutez, j'ai besoin qu'on trouve un nom. Ça s'appelait Coliflash. C'était le nom de projet. J'ai besoin qu'on trouve un nom, mais le seul truc que je vous demande, c'est un nom classe. Un peu comme Uber. J'avais vraiment cet aspect d'Uber, j'aimais bien, etc. Plus jeune, j'ai travaillé pour Uber Pop. Donc j'avais mon travail et à côté je faisais des livraisons Uber Pop, enfin pas des livraisons, du coup des transports Uber Pop. Et il me disent écoute, ok, selon nous c'est un nom smart, c'est pas l'idéal, mais on va travailler avec ce brief là. Donc 15 jours plus tard, on fait une réunion pour parler des noms. Ils me proposent 6 noms, qui étaient vraiment pas mal, chaque fois avec une signification. Et ils me disent écoute, on voit que tu es en forme, on va te proposer le nom qui selon nous est le plus adapté. Je dis allez-y. Et puis là ils me disent Tutut. Donc j'éclate de rire, je pense qu'ils se moquent de moi. Et ils me disent non mais arrête, sois sérieux, écoute-nous, c'est génial, Tutut, c'est rapide, c'est la voiture, ça se décline, c'est international. Enfin ils me le vendent vachement bien. Et je me rends compte qu'ils ont vraiment raison. Et par contre c'était la difficulté à porter. Je quittais un super poste chez Accor pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose de très nouveau. Et si en plus je disais Tutut, j'avais un peu peur du regard des gens, j'assumais pas trop le nom. Et finalement, je me suis dit non, enfin, au fond de moi, je disais c'est vraiment ça qu'il faut. Et aujourd'hui, on est super fiers. Tout le monde nous retient. Là, on enregistre aujourd'hui, je suis sur un salon à côté, porte de Versailles, on est une dizaine de l'équipe, tous avec nos pulls Tutut. On est arrivé, on dit il y a vos collègues qui sont passés il y a un quart d'heure. C'est mémorable. Tout le monde nous retient. Mémorable, donc, mémorisable. Et tout à l'heure, on parlait de Blablacar. Rappelons-nous que Blablacar ne s'appelait pas Blablacar. Pendant 5 ans, cette marque s'est appelée covoiturage.fr, pendant les 5 premières années. Puis ensuite, avec une extension et une stratégie plus européenne, ils ont dû passer autrement et à autre chose avec un nouveau nom. Sauf que renoncer à un nom, c'est quand même renoncer aussi à son histoire. Alors que là, Tutut, c'est parti pour partir à l'international. Exactement. Sûrement demain, on reviendra là-dessus juste après. Comment les entreprises de la vente à distance, du e-commerce accueillent justement le concept Tutut? Parce que quelque part, c'est aussi peut-être un petit peu se mêler de leur propre business. Non, alors ça dépend de qui on parle. Mais en attendant, toutes les enseignes, les retailers qui vendent en e-commerce, qui vendent en click and collect parce qu'il faut s'adapter, et qui ont des magasins, enfin des magasins ou des entrepôts un peu partout sur le territoire, mais du coup ça leur permet de proposer toute leur offre en livraison à domicile en 2 heures. Ce que le géant américain, pour pas le citer, ne peut pas réaliser. Même avec Prime, il livre le lendemain, alors il livre le dimanche. Mais nous, pareil, on livre 7 sur 7 et en 2 heures. C'est-à-dire que n'importe quel produit que ce soit, et on va en parler après, que ce soit un partenaire ou non, parce qu'on a lancé une nouvelle version, on peut tout acheter, faire un click and collect, soit sur le site directement, si le partenaire propose la livraison de Tutut, on sélectionne Tutut, on est livré 2 heures après, ou alors même, ça c'est nouveau, si le magasin n'est pas partenaire, on commande en click and collect. Ah oui. On prend le bon de retrait, on l'envoie sur l'application Tutut, Tutut génère une procuration, et du coup quelqu'un il va à notre place. Pour l'agence 6e Son, son président et fondateur, Michael Boumandil. Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle au niveau du branding sonore, de l'audio aujourd'hui? Vous l'utilisez, ça change les paradigmes, ça vous apporte un plus, c'est quelque chose qui finalement aussi peut-être peut vous contraindre? Alors nous, on a commencé à faire des choses en intelligence artificielle en 2016. Donc autant vous dire que ça fait un moment, et en 2016, les outils n'étaient pas très au point. Et c'est un échange. Dans mon premier livre,
je concluais ce livre par un échange avec Jean-Michel Jarre, et Jean-Michel me racontait un peu ses premiers essais. À l'époque, on utilise une techno russe, et on se rend compte d'une chose, c'est que ça va être un outil formidable, mais pour que ce soit bien, il va falloir beaucoup bosser. Aujourd'hui, on a des outils en intelligence artificielle qui nous servent de deux ou voire 3 façons. On a des outils de simulation de tests. Donc, on a monté avec une boîte allemande et un complément d'ingénierie américain des outils de test qui nous permettent d'évaluer certaines de nos créations quand on a des doutes à la fois sur leur performance psychoacoustique ou sur la perception des positionnements. Donc ça, je mets ça de côté. Et c'est un domaine sur lequel on investit beaucoup et qui est loin. Un petit peu de neurosciences derrière, finalement ? Alors, on a eu des neurosciences, notamment avec une boîte qui s'appelait Datacalab. Nous, on a déposé il y a 5-6 ans une méthode qu'on a appelée la Sonic Map. Alors, map voulant dire meaning, donc qui est une partie des tests qui sont sur le sens. Le A, c'est pour le mot attention, donc qui travaille sur la capacité du son à aller chercher de l'attention et donc de l'engagement. Et le P, c'est pour persistence, la persistance, c'est-à-dire l'empreinte qu'on laisse. Et à l'intérieur de ces 3 chapitres de tests, on a des outils différents. Bon, je vais faire très court là-dessus. Le deuxième point, c'est sur l'aide à la création. Alors, aujourd'hui, on a un outil chez 6e Son qui n'est pas un créateur. Et je vais vous dire pourquoi ça ne le sera jamais. Mais qui va nous ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que la directrice du planning stratégique chez 6e Son, c'est quelqu'un, quand on prend un brief, qui va faire une sorte d'étude, et notamment d'études sociaux, dire voilà, ce brief-là, il peut être pris de telle ou telle façon, et d'un point de vue sonore, ça peut avoir telle ou telle conséquence. Aujourd'hui, il y a une dimension documentaliste de ce travail-là, sur lequel, hop, l'identité sonore peut s'appuyer sur un enrichissement fait de recherche accéléré par l'intelligence artificielle. Et la troisième chose, c'est les outils de gestion. Quand on a une identité sonore, on peut avoir beaucoup de points de contact et on peut parfois se retrouver avec la SNCF, il y a 880 versions. Pour la marque de cosmétiques Auré, Laurence Kézé, sa cofondatrice. On espère atteindre le million très rapidement. C'est vrai que voilà, on a une belle croissance, mais voilà, on est encore petit, quoi. Oui, petit deviendra grand. Et où est-ce qu'on vous retrouve d'ailleurs aujourd'hui ? Est-ce que les produits, alors on avait cru comprendre, on en parlera tout à l'heure, parce que vous aviez expliqué lorsque vous êtes passé sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé, que vous étiez commercialisé essentiellement en commerce. Aujourd'hui, on vous retrouve ailleurs, chez des distributeurs, dans des réseaux, dans des concept stores. Le frais oblige, j'ai envie de dire, on est vraiment à 95% sur notre site internet, sur des marketplaces, et par exemple, on est sur Amazon en étant seller, et on a la chance cette année d'avoir été une des 8 marques sélectionnées, la seule française sélectionnée dans l'accélérateur Sustainable d'Amazon. D'accord. Donc ça va être un vrai levier pour nous de croissance. Bravo. Et après, on a une boutique, le concept de la French Beauty à Paris. Mais aujourd'hui, nos produits, en étant dans une démarche d'ultra frais, sont pas destinés à être sur les points de vente, parce que ce qui nous importe, c'est que les consommateurs aient les produits les plus fraîchement fabriqués. On en parlera juste après. Justement, par rapport à votre marque, pour la situer, parce que pour l'instant, on l'a pas encore complètement située. Vous êtes la première marque de cosmétiques pour le visage et le corps, 100% d'origine naturelle, riche en actifs frais, fruits et légumes bio, français, de saison. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, c'est ça. Alors, c'est plus que riche en actifs frais, en fait, puisque on a dans notre architecture de formule, on remplace toute l'eau, qui est de l'eau distillée inerte, par des jus actifs. Et c'est pour ça qu'on a mis 3 ans de recherche et qu'on a un brevet déposé à l'international. Et on est la seule marque au monde à proposer ça aujourd'hui. Donc, parce que je pense qu'on est assez fou pour relever le challenge de pas savoir la veille pour le lendemain quels fruits et légumes on va formuler pour notre cocktail. Et le jour même de recevoir les fruits et légumes, de les préparer, les éplucher, les presser, les formuler à froid, les conditionner. Et
et les distribuer à nos consommateurs directement. Alors, pour la marque Bohémie, Jean-François Bandet, son PDG. Produit, ce que je trouve intéressant autour de la marque Bohémie, alors bien entendu, on peut dire que vous avez de superbes produits, de très bons produits, vous avez un beau concept boutique, mais ce que je trouve assez impressionnant en si peu d'années, c'est justement ce développement. Dans le fond, on vous retrouve à Paris. C'est combien, 6-7 adresses à Paris ? 6 à Paris, oui. 6 à Paris, Aix-en-Provence, oui. Vous venez de citer Barcelone, Séoul, Jeddah. Oui. Vous vous arrêtez où ? En fait, vous vous arrêtez pas ? On ne s'arrête pas pour l'instant. La plus grande complexité, c'est pas tant de se développer que de se développer en gardant ses valeurs, son savoir-faire, sa qualité. Donc c'est pour ça que parfois il y a des temps de développement qui sont assez forts. L'année passée, on a ouvert 6 ou 7 boutiques en un an. Et là maintenant, on essaie vraiment plutôt de solidifier, de consolider. En propre. En propre pour la plupart. Ouais. Il y a aussi un peu de franchise à l'international. D'accord. Mais c'est pas tant de se développer, parce qu'on pourrait ouvrir 5, 10, 15 magasins. Mais après, c'est comment on s'assure que le service soit toujours le même, voire meilleur qu'avant. Et c'est ça la vraie complexité. Ouais. Derrière, peut-être des grandes villes, vous ambitionnez sur Bordeaux, Lille, Toulouse d'ailleurs, pourquoi pas demain. Alors, oui, c'est des projets auxquels on réfléchit. Après, comme on fait tout maison et tout artisanal, ouvrir dans une nouvelle ville, ça signifie probablement créer un laboratoire, créer plusieurs points de vente pour amortir le laboratoire. Donc c'est des vrais projets très structurants, très coûteux pour nous. Donc on n'ouvre pas des copier-coller avec un laboratoire central qui livre en surgelé. Donc il faut bien choisir les mouvements qu'on va faire. Pour l'instant, je pense qu'on va encore se concentrer sur Paris, où on considère qu'il y a encore peut-être le potentiel pour ouvrir 4, 5 très beaux points de vente. Ou région parisienne ? Oui, Paris, région parisienne. Et ensuite, toute la zone que le laboratoire qu'on vient d'ouvrir à Clichy peut 2000 m², hein. 2000 m², oui, qu'on a ouvert l'année passée. Il faut aussi un peu l'amortir, donc il faut qu'il travaille et qu'il puisse livrer les magasins. Donc là, on a un plan de développement à 1 à 2 ans qui est déjà bien chargé. Pour le label Origine France Garantie, son président, Gilles Attaf. Alors déjà, c'est une certification. Déjà, c'est important de le dire parce que nous, on mandate des organismes indépendants pour faire l'audit des gammes de produits. Donc, c'est pas déclaratif. Donc, ce qui fait la force d'Origine France Garantie, c'est vraiment cette certification avec un cahier des charges et des référentiels très précis. Le socle, c'est 50% à minima du prix de revient unitaire sorti d'usine qui doit être français. Et c'est cumulatif avec un deuxième critère qui est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on finit la fabrication sur le territoire français. Donc, un niveau d'exigence très, très élevé, mais ce qui donne aussi toute la crédibilité à la certification Origine France Garantie. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. À l'initiative de qui cette logique de label Origine France Garantie ? Alors c'est Yves Gégaud, mon prédécesseur, président d'honneur et fondateur de la certification sur une mission de Nicolas Sarkozy à l'époque, il y a 15 ans, sur la marque France en fait. Donc joyeux anniversaire, fêtez vos 15 ans. Absolument, on a fêté nos 15 ans cette année et on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 700 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie et 3500 gammes de produits certifiés. Et depuis maintenant 4 ans, on a également le service qui est certifié puisqu'on a Service France Garantie qui est un périmètre sur les services avec bien sûr un cahier des charges différent qui est lié au contrat de travail. Il faut qu'à minima 90% des contrats de travail du service dédié soient de droit français. C'est le contrat de travail, c'est pas la personne qui doit être française. Je comprends bien. Pour l'entreprise Prodef, la compagnie du Midi, son PDG, Guillaume Fievé. La question déjà, c'est quelles sont vos marques ? Là, en fait, on a effectivement plusieurs marques. Alors, Prodef, ce sont les initiales de produits d'entretien français. C'est mon arrière-grand-oncle qui a créé cette entreprise en 1924. Un bel acronyme déjà. Voilà, effectivement, un acronyme bien ancré dans le Made in France, qui est le thème de l'émission. Voilà, pendant toutes ces années, donc on a fêté les 100 ans de notre PME familiale l'année dernière. Pendant toutes ces années, mon arrière-grand-oncle, mon grand-père, mon père ont lancé des marques qui après sont sorties du giron de Prodef, par exemple Sanitol. Ou des Capfour ont été des marques lancées par Prodef pendant les 30 Glorieuses. Iconique. Exactement, marque iconique. Et aujourd'hui, Prodef, c'est globalement 4 marques. Une marque qui s'appelle Hygiène et Nature, qui est distribuée en circuit professionnel. Une marque qui s'appelle Maître Savant de Marseille, qui est distribuée en grande distribution en France et un petit peu à l'export. La marque La Nénette, alors la véritable Nénette, ça c'est une lustreuse pour automobile iconique et bien connue des collectionneurs de voitures de
voitures anciennes. La nénette qui est une frange en coton imprégné d'un liquide lustrant, le nénétol. Le nénétol. Le voilà. nénétol. Le nénétol. Alors, la nénette, c'est une marque qui a un capital affectif très important dans ce milieu spécifique d'amateurs de voitures de collection. Je le confirme. Voilà. Et puis la quatrième marque, c'est la marque La Corvette. La Corvette qui est une marque d'hygiène et de cosmétiques et de produits d'entretien pour la maison. En particulier, voilà, parce que un de nos sites de fabrication est la Savonnerie du Midi à Marseille. Savonnette, alors ce que j'ai pu aussi glaner comme information, c'est que j'ai cité tout à l'heure 1924, mais on remonte même à 1894. Alors en fait, oui, Prodef, aujourd'hui, on a 3 sites de production. Un site de production à Dijon, enfin dans la banlieue de Dijon, à Longwy. Ça, c'est pour Hygiène et Nature. C'est le site de fabrication des produits d'entretien pour les circuits professionnels. Et on a racheté en 2013 une société qui s'appelle Compagnie du Midi, dont l'un des sites est dans les Alpes-Maritimes, qui fabrique la fameuse lustreuse nénette sur les métiers à tisser d'origine de 1947. Et un autre site situé à Marseille, la Savonnerie du Midi. Et la Savonnerie du Midi elle-même a une histoire encore plus ancienne que celle de Prodef, puisqu'elle a été fondée en 1894. Plus exactement, ce sont les établissements français des Savonneries du Midi. Après, il y a plus donc 130 ans d'histoire. Et aujourd'hui, c'est un site de fabrication, la Savonnerie du Midi, qui a été labellisé Entreprise du patrimoine vivant, qui est un autre label important, un label d'État. Mmh. On a ouvert le musée du savon de Marseille dans les quartiers nord, donc dans nos ateliers de fabrication, au public en 2018-2019. Et c'est cet établissement de la Savonnerie du Midi qui fabrique à la fois la marque Maître Savon de Marseille qu'on vend en grande distribution et notre marque iconique, La Corvette, qu'on va vendre en France, alors sur le web, dans notre boutique. On a une boutique aussi sur le Vieux-Port, mais dans des enseignes comme Botanique, Castorama, en pharmacie et à l'export. Il y a à peu près 25% à l'export. Pour la marque des calissons d'Aix-en-Provence, le Roi René. Je reviens sur la partie produit, on parle beaucoup de calissons, mais j'ai vu dans vos gammes que vous faites du caramel, des biscuits, du chocolat, vous allez même jusqu'à créer la surprise en faisant de la crème de calisson. Alors là, ça attise ma curiosité. Pourquoi cette diversification ? C'est une obligation business aujourd'hui pour une marque comme la vôtre ? En fait, au moment de la reprise, il y a une dizaine d'années, on était identifié surtout comme un producteur de calissons, donc avec une approche très monoproduit, ce qui était une force puisque ça a développé la notoriété de la marque, mais aussi quelque part une limite dans notre développement puisque en fait ce qu'on veut représenter c'est l'excellence française et pas uniquement une spécialité régionale. Donc cette approche sur l'excellence produit et sur le choix aussi de la sélection de belles matières premières, on a essayé de la poursuivre sur d'autres savoir-faire, on va dire, mais qui sont très liés à notre savoir-faire premier qui est le calisson. Et voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt une marque, une maison qui propose une expérience autour des produits gourmets sucrés. Qui se complètent. Et qui se complètent en fait. C'est un univers concret avec évidemment des histoires. Vous disiez, vous racontez une histoire, mais ces savoir-faire, ce sont des histoires qu'il faut compter. Et il y a un lien forcément, quand on est dans une boutique Le Roi René, on découvre cette panoplie d'excellents produits, mais avec des liens forts autour de nos engagements. Implicitement, ça vous a permis d'élargir je dirais vos cibles clients, enfin si on peut appeler ça cibles clients, votre public de consommateurs en France ou à l'étranger, c'est... Oui, moi je pense qu'une réelle avancée ça a été d'être considéré notamment par des acteurs importants pour nous que sont par exemple les grands magasins parisiens ou les acteurs sur le travel retail, d'être non plus considéré comme un producteur de calissons qui répond à un besoin proposé du calisson, mais d'être plutôt identifié maintenant comme une maison. Pour la marque Pléthore, Ferdinand Terme, son cofondateur. En ce moment, on parle de marque, mais on va surtout expliquer à nos auditrices et nos auditeurs à qui s'adresse Pléthore. Ça s'adresse à des agences, à des entreprises, à des médias, du e-commerce, ça s'adresse à qui ? Pléthore, on est une solution qui permet en fait aux équipes marketing et créa
de combiner les meilleurs modèles d'IA disponibles sur le marché pour concevoir des workflows créatifs et éventuellement les automatiser. Donc ça, aujourd'hui, les gens qui sont le plus intéressés, c'est des industries où il y a des enjeux de production de contenu visuel qui sont importants, des enjeux d'originalité visuelle aussi qui sont importants. Je ne reprends pas à chaque fois la même créa que je reprends depuis 10 ans, où il y a aussi des enjeux de se différencier de la concurrence, d'être véloce, de tester les nouvelles choses. Donc ça, c'est très souvent du B2C, du e-commerce par exemple, de l'app mobile, des choses comme ça. Et derrière, on va soit servir l'agence, qui va en fait créer ces workflows sur mesure pour ses clients et faire qu'ils peuvent proposer plus d'idées à leurs clients, réduire parfois leurs coûts de production, proposer aussi des idées qui auraient été absolument impossibles à faire avant du fait des coûts, des contraintes techniques, ou bien des marques directement qui vont prendre ça à bras-le-corps et qui vont se dire très bien, moi je veux gagner en autonomie peut-être parfois par rapport à mon agence, je veux produire plus de choses, tester plus de choses, donc je vais mettre en place ces workflows pléthores pour répondre à ces besoins pour mon marketing. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans une interview que tu disais, nous permettons aux équipes marketing et créatives de mettre l'IA à leur service et d'être des acteurs de la transformation de leur métier, mais d'une manière pragmatique pour les non-initiés en tous les cas du marketing. Comment cela se traduit-il ? Ouais. Déjà, le contexte de cette phrase, c'est de se dire... quelqu'un qui a un rôle créatif aujourd'hui, donc dont le rôle est de penser des images, dont le rôle est de pousser visuellement des idées, etc., ne peut pas faire le choix de ne pas utiliser de l'IA. En tout cas, on pense que ça, c'est une posture qui est un peu condamnée parce que la qualité de ce qu'une IA est capable de produire est de plus en plus bluffante. Donc, on ne pense pas qu'il y aura que du tout IA, mais qu'il faut savoir s'en emparer. Et donc nous, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est qu'en fait, on propose une plateforme qui vient répondre aux principaux défis de quelqu'un qui veut intégrer l'IA dans ses processus d'idéation, de production. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, la première chose, c'est qu'une des difficultés aujourd'hui, pour quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe dans l'IA, c'est juste d'être à la page. Toutes les semaines, il y a des innovations. Il y a des gens c'est même une problématique, c'est-à-dire que même pour les experts, voire ultra-experts de l'IA, on passe plus de temps à faire de la veille qu'à en réaliser réellement. Exactement. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut quand même des outils générateurs qui nous permettent de simplifier les choses. Voilà, à un moment, il faut se dire, bon, ça marche. Ouais. Nous, ce qu'on vient faire, vu que notre produit intègre tous les modèles d'IA et dès qu'ils sortent, on intègre les nouveaux modèles, les nouvelles capacités, etc., on vient dire à nos clients, déjà, avec un seul abonnement, vous avez accès à tous les meilleurs modèles. Pour la marque Mécénat Chirurgie Cardiaque, Orso chez Toshin. Oui, effectivement, ça n'a pas été facile parce qu'une association, généralement, ça démarre assez bien parce qu'on a des copains qui nous aident. Donc ma maman avait vraiment un caractère assez fort pour entraîner les gens. Et puis après, c'est souvent comme ça commence à descendre un petit peu parce que le fondateur a pris de l'âge, il veut plus écouter les nouvelles façons de faire et ainsi de suite comme ça. Et c'est là où je suis arrivé, moi, il y a 10 ans, pour redonner un coup de gaz, pour faire que cette association évolue. Et puisque c'est le thème de cette Tout est marque. Tout est marque. En fait, je suis venu à Mécénat parce que les gens me disaient, mais qu'est-ce qui va se passer après ta mère ? Qui va la remplacer ? Mais personne ne peut la remplacer. Elle était extraordinaire. Et si on devait chercher quelqu'un d'extraordinaire, c'était compliqué. Et je suis venu en disant, je vais faire que Mécénat Chirurgie Cardiaque soit une marque incarnée, mais soit d'abord une marque. Et une marque, ça veut dire qu'elle soit accessible aux gens, qu'elle raconte une histoire et que tout à chacun puisse soit donner, soit se l'approprier pour faire un projet de voile, de bateau, de voiture et ainsi de suite. Avec la volonté d'authenticité, et quand on regarde le schéma et le terrain de jeu sur lequel vous êtes complètement dans l'authenticité. Oui, à la base, on va quand même opérer un enfant qui est condamné. À la base, il y a quand même une maman dans un pays très lointain qui va nous faire confiance. Et donc, je dirais, le trait de confiance, il doit être du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai, je dis toujours, cette association, c'est ma maman et c'est moi qui la portons. Donc, quand on dit à une maman, on va s'occuper de votre enfant, faites-nous confiance, il faut que les bénévoles nous fassent confiance, les familles d'accueil nous fassent confiance, les médecins nous fassent confiance, les donateurs nous fassent confiance. Donc, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. Qui sont vos bienfaiteurs ? Des particuliers, des écoles, des entreprises ? Qui sont-ils ? J'aime bien le mot bienfaiteur. Ça peut être des mécènes aussi. En fait, l'association s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que le mécène, souvent,
entretient une œuvre d'art, et ma maman disait toujours, le cœur d'un enfant est une œuvre d'art, il faut la réparer. Alors, nous, on a beaucoup d'entreprises, peut-être parce que moi, à l'origine, je viens du monde de l'entreprise, donc on a... De la publicité, de la communication. Publicité, communication, voilà. Ne soyez pas modeste, vous avez un grand parcours dans ce secteur. Ben, c'est vrai que plutôt que de chercher un remplaçant à ma maman et de créer cette marque, il a fallu qu'on utilise des outils marketing, forcément, même si on est plutôt à marketing, une communication assez propre, une image très soignée, un message très simple et toujours le même, parce qu'on n'a pas beaucoup de puissance, et on fait beaucoup d'événements parce que c'est une manière de se faire connaître en collectant de l'argent. Alors pour répondre à la question, l'entreprise représente 60% de notre collecte d'argent, et le particulier donc 40%. Nous n'avons pas de subvention, c'est un choix. Nous voulons être libres, nous voulons être obligés de nous mettre en action parce que pour sauver un enfant, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir des subventions. D'abord, pourquoi on aurait des subventions? Finalement, on opère des pauvres de pays pauvres. On n'a pas un intérêt majeur pour le pays. En fait, on va aider une personne et ainsi de suite. Donc, on a dit pas de subvention. Et donc, on est allé chercher les entreprises, les particuliers. C'est un choix, c'est un positionnement. C'est un choix. On veut être libre et indépendant. Et en tous les cas, on ne voudrait jamais qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Je préférerais que vous sauviez des petits garçons ou des petites filles ou plutôt des enfants de ce pays ou pas des enfants de ce pays. » La question, c'est que si on sait soigner cet enfant, on le prend, quelle que soit sa religion, son pays, ses origines et ainsi de suite comme ça. Une complète équité. Oui, voilà, c'est très important chez nous. Pour la marque de surf Notox, son fondateur, Pierre Pommier. Notox, une marque innovante. La preuve, en préparant l'émission, je suis tombé sur un article qui titrait « Notox innove avec sa planche de surf démontable utilisant des chutes de production de l'Airbus A380 ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, donc, vu qu'on avait eu la même logique pour les débutants, donc on s'est attaqué aux geeks du surf, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin d'avoir la planche la plus performante du monde. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, les planches très très performantes, généralement, sont en carbone, parce que, un peu comme pour les vélos, quoi, on va dire, super réactivité, beaucoup de vitesse, etc. Bon, utiliser du carbone vierge, c'était inconcevable compte tenu du bilan carbone de cette matière-là. Mais en fait, assez rapidement, on a pu être mis en contact avec les responsables de l'usine de production de l'A380 à Nantes. Et ils nous ont ouvert les portes de l'usine et en fait nous ont permis de réutiliser des matières qui étaient en fait défectueuses pour eux, c'est-à-dire qui n'avaient pas passé les contrôles qualité aéro et qui devaient être détruites, c'est-à-dire enfouies. Et du coup, on a récupéré comme ça à peu près 900 mètres carrés de carbone qui allait être détruit. Donc ça fait 3 terrains de tennis. 3 terrains de tennis. 3 terrains de tennis. C'est fou. Donc en fait, là, tu es en train de nous expliquer que tu passes du ciel à la terre. Et surtout de la terre à la mer. Voilà, alors déjà, on évite que les déchets du ciel finissent au fond de la terre ça. En les transformant en planches pour aller sur la mer. Eh oui, c'est... Inattendu, c'est un grand succès. Alors, oui, parce que personne n'avait fait ça à cette échelle-là avant nous. Donc là, on commence même à pouvoir discuter avec d'autres entreprises de l'aéronautique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus, ça montre qu'il faut rester très versatile dans les démarches d'éco-conception et pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main. Donc en l'occurrence, là, on montre très clairement, c'est ça l'idée de cette planche-là, c'est qu'il y a aussi le message qui est derrière, c'est de dire, quand on dit les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres, là, on le montre par A plus B, et ces planches-là, on les envoie à Nazaré dans 15 mètres de vague. Donc voilà. J'ai une petite question qui fâche quand même, Pierre. Je t'écoute, je comprends effectivement cette logique, mais de manière un petit peu candide, j'ai quand même envie de te poser cette question. Le paradoxe, c'est plus il y a de plastique à recycler, plus vous pouvez produire en définitive. C'est un peu paradoxal cette histoire aussi. Alors la bonne question serait plus il y a de matière à recycler ou upcycler, est-ce qu'on est content? Alors non, et en fait c'était exactement la première question qui avait été posée par les responsables de chez Airbus, qui avait pensé me chagriner en me posant cette question, me disant oui, mais si demain nous ne faisons plus de déchets, comment est-ce que vous allez faire pour fabriquer les planches? Alors je leur ai dit, écoutez, j'espère que demain vous ne ferez plus de déchets,
Comme ça, moi, je serais hyper content. Mais vous inquiétez pas, des idées, j'en aurai d'autres. Bien sûr. Donc c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir la question. C'est ce que je disais. C'est aujourd'hui il y a des ressources. On n'incite pas les gens à créer les déchets pour que ça devienne nos ressources à nous. C'est juste que ces déchets sont là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours mieux de faire un produit que de le voir fini enterré. Pour la marque Metal Workout, ses cofondateurs Yann Hurtaud et Stéphane Lefebvre. Bataclan en début d'année dernière, par exemple, et là, on a vraiment fait comme un concert, c'est-à-dire que là, c'était des tickets, des billets payants en fait pour participer. Donc pour rappeler le principe à nos auditeurs et auditrices, le Bataclan, c'était finalement une salle de spectacle transformée en salle de sport avec un bon son bien lourd, bien métal derrière, et une session qui a duré quelques heures. Ouais. En fait, on a lancé le Yoga Metal au Hellfest. J'avais proposé ça à Ben Barbeau, qui avait trouvé l'idée très très cool. Et donc du coup, on monopolise une scène le matin avant que le Hellfest commence. Et on fait yoga. Et bon, au début, nous on s'était dit, est-ce que ça va marcher ou pas ? Et en fait, c'est pas que ça marche, c'est que ça a cartonné grave. Ouais. Donc c'est même eux qui ont voulu qu'on le refasse. On a vu quelques vidéos sur les réseaux, c'était impressionnant. C'est blindé à chaque fois, et c'est ce qu'on a refait donc au Bataclan. On a fait un yoga et un cross-training, c'était une matinée yoga et sport métal, voilà. Donc 45 minutes de chaque, sur le principe d'une billetterie. Donc c'est un autre concept, enfin c'est le même concept, mais une autre manière de le faire vivre. Et puis effectivement, il vit aussi. Vous êtes passé à la partie matérialisée, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est plus de l'appli, c'est plus digitalisé, c'est faire les plus de deux. Distance. Et là, hop, vous mettez un pied dans le réel. Ouais. Donc, c'est figital. C'est figital. C'est figital, voilà. Figital. J'ai vu d'ailleurs concernant la promesse sur le site Metal Workout, tes entraînements personnalisés conçus par Yann Hurtaud. Moi, j'ai trouvé ça super fort en termes de promesses, mais c'est quoi exactement ? En fait, tu proposes un programme personnalisé aux individus que tu as face à toi, ou toi tu décides en fait de faire un propre programme et derrière qui va s'adresser à quand quelqu'un m'appelle, ou là en l'occurrence ce qu'il y aura à gagner, moi je m'adapte à la personne, ses objectifs, ce qu'elle veut, est-ce qu'elle veut prendre du muscle, est-ce qu'elle veut perdre du poids, est-ce qu'elle veut se renforcer juste musculairement, est-ce qu'elle veut, c'est ce qu'il veut se préparer pour une compétition de judo, est-ce qu'il veut, donc voilà, moi je m'adapte à ça, et après je fais entraînement, diète en fonction de ce que la personne désire en fait. Mais ça doit prendre un temps de dingue. En fait, ça c'est ce que fait Yann dans sa pratique donc de coach. Et en fait, on a transposé ça dans l'application. Ouais. Donc dans l'application, il y a tout ça. Donc là, tu rentres des critères. Hyper personnalisation. Oui, c'est-à-dire que quand tu t'inscris, tu remplis tes critères. Donc comme l'a dit Yann, si tu veux prendre de la masse, perdre du poids, juste te maintenir en forme. Il y a un critère de diète aussi, voilà. Et tout ce qu'en fait Yann le fait en vrai, tous les jours, on l'a mis dans l'application. Donc tu remplis tes critères et effectivement à la fin ça te sort un programme. Et donc Yann a écrit tous les programmes, écrit pour le coup. Oui, et pour que ce soit pas embêtant, on va dire, pour que ce soit un peu plus ludique, j'ai plusieurs blocs différents, ce qui fait qu'à chaque fois tu peux avoir des entraînements différents pour voilà. Ouais, c'est quand même, vous avez créé un modèle en fait. Donc c'est vraiment bien, c'est effectivement les programmes de Yann. En gros. Que tu sois en salle, chez toi, dans un parc, on a vraiment tout pensé, que tu sois chez toi avec du petit matériel ou que tu sois chez toi sans matériel, t'as vraiment tout en fait, t'as tout un spectre. Aussi. Ouais, c'est ce que j'ai dit en salle. Ouais. Le spectre est super large en fait pour les avertis, les non avertis. Pour la marque Le Salon Equipoto, Philippe Baudin, son président. Et on en est assez fiers. Alors pour qu'on puisse comprendre un petit peu Equipoto c'est une marque, mais c'est avant tout un salon. Qui sont aujourd'hui les visiteurs combien de visiteurs aussi attendus d'ailleurs en 2025 on parle de plus de 100 000 professionnels attendus. Est-ce qu'on est dans les bons chiffres ?
Oui, on est dans les bons chiffres. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, l'ADN d'Equipoto repose sur une fréquentation extrêmement forte du réparateur, des réparateurs dans leur ensemble, des professionnels en tous les cas venant de la réparation et de la maintenance, qui jalonnent les allées du salon toute la semaine. On a les gens évidemment qui sont les représentants de la distribution et du commerce liés à cette activité. On a ensuite les services aux professionnels et aux particuliers. On a évidemment l'industrie qui vient se mêler à tout ça. Et puis derrière, on a évidemment le soutien de l'entièreté des fédérations, des syndicats, des différents acteurs presse ou de l'enseignement qui sont avec nous. Donc on a un beau panel représentatif en tous les cas de notre écosystème. Les exposants, on parle de plus de 1400 exposants. Cette année, on va effectivement revenir à c'est même 1400 exposants, mais 1400 marques. C'est 1400 marques exposants. On espère avoir un petit peu plus, bien entendu, mais ce sont les grands chiffres. Oui, on a cette année, pour reprendre les grands chiffres justement de l'édition 2025. On a 100 000 visiteurs attendus. On va être répartis sur 5 halls à la porte de Versailles, donc ce qui commence à être effectivement assez imposant. 100 000 m² d'exposition. 100 000 m² d'exposition. J'attire juste l'attention sur le fait que c'est 20 000 m² de plus que la dernière édition 2022. On a aujourd'hui 1400 marques donc, qui vont être présentes. Et puis, les choses, normalement, devraient bien se dérouler avec le contenu du salon. Moi, je me rappelle d'Equipoto, il y a quand même quelques années, où on n'était pas avec autant de marques. Si on était aux alentours de 1000 exposants, c'était déjà... l'un des plus gros. Alors je parle de ça il y a deux décennies, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est quand même assez fulgurant parce que en l'espace de 2 décennies, vous prenez un tiers de plus d'exposants. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande croissante. Je pense qu'il y a effectivement une demande croissante de la part des acteurs de la filière. Aujourd'hui, évidemment, comme tout salon depuis ces dernières décennies, évidemment, si on prend les grandes étapes importantes d'Equipoto, on a subi, comme tout le monde, peut-être une période un petit peu plus difficile au milieu des années 2000. Je passerai l'épisode des subprimes, etc., qui a forcément impacté l'ensemble de l'économie mondiale. Ensuite, on a eu la crise du Covid, mais malgré tout, Equipoto, à chaque fois, a su proposer un outil, un dispositif qui soit extrêmement cohérent pour l'ensemble des professionnels de la filière. Avec une clé de répartition, 44% réparation et maintenance, 30% commerce et distribution, 11% service aux pros, 9% dans l'industrie, 5% organisme et presse. Ça veut quand même dire en plus que vous touchez un très large public et pas uniquement le réparateur ou le décideur automobile. Non, on a effectivement, je pense, aujourd'hui un très beau panel de visiteurs, d'exposants, de professionnels qui sont réunis. Alors évidemment, on a tous les artisans gérants des différents opérateurs, en tous les cas de services au niveau du marché. On a évidemment les grands acheteurs qui sont présents au niveau de l'international. On a Pour la marque Continental, Véronique Giraud, la directrice générale France. Continental fait partie du club fermé des marques fortes. Comment l'expliquez-vous? C'est uniquement la communication, c'est d'ailleurs la présence très importante dans le sponsoring mondial, puisque Continental sponsorise un certain nombre d'événements, d'équipes à travers le monde. Comment vous l'expliquez justement cette force de la marque? Alors moi je pense que la première étape c'est la preuve par l'exemple. Continental est depuis très longtemps extrêmement présent sur une partie première monte. Donc première monte, on parle de véhicules neufs avec des cahiers des charges très poussés. Première monte, je vais l'expliquer, excusez-moi, je vous coupe, par rapport au constructeur automobile, c'est lorsque la voiture sort de l'usine, elle a déjà des pneus équipés et on est en première monte. Voilà. Exactement. Donc c'est développement de plusieurs années avec les constructeurs en disant voilà, on va sortir un nouveau véhicule qui aura tel poids, telle capacité et donc le pneumatique va être développé. Donc ça c'est le début. Ça c'est la preuve en tout cas par l'exemple parce que un consommateur qui achète un véhicule neuf, qui a du pneumatique Continental qui est monté d'origine et qui est content, naturellement, on va facilement le convaincre d'acheter du pneumatique Continental. Par contre, bien sûr, il y a un travail de fond qui a été fait au niveau de la marque, au niveau de la notoriété. Le groupe a commencé très tôt dans les années 90 sur la partie football, qui est le sport numéro 1. Un petit peu, oui. Numéro 1 dans le monde. On vous a vu dans quelques compétitions de football, effectivement. Voilà. On a commencé par la Champions League jusqu'en 99. Ensuite, on est passé sur les euros. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.